Iya Moutep. Ank Uja Seneb. Toi Wenche. Bekanefer Babakinkela. Bekanefer. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le siège de l'Académie de culture noire thématique ainsi que le Kush Kamit Congo. Et nous sommes avec Amasu Babakinkela. Voilà, c'est une forme d'émission qui est un peu libre dans le sens où on est en train d'adresser la nation Kush Kamit Congo ainsi que tous les Kamits qui s'identifient Kamit et qui veulent comprendre un peu mieux de la situation actuelle. Premièrement, on reçoit beaucoup de questions, beaucoup de demandes qui demandent pourquoi est-ce que Babakinkela ne fait plus les lives, ne fait plus les étés plus, qui étaient live sur Facebook, live sur YouTube, qu'on a fait pendant plusieurs années. Et donc, c'est pour savoir s'il y a une raison particulière ou dans quelle direction l'énergie est en train de s'orienter. Tu vois, Wenchel, et chaque chose a un temps. Il faut, je pense, pour être dans la dynamique juste, il faut éviter ce que moi j'appelle l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique se produit quand on insiste à faire quelque chose et quand bien même son résultat n'est plus présentable. Dans le sens où quand on commence quelque chose, il est d'abord nouveau et il est refusé par tous. Il est rejeté par tous. Et puis on arrive au moment où cette chose est acceptée par tous. Okay? C'est-à-dire, le message a été reçu. On continue dans le travail et puis il y a d'abord une phase de refus, on passe au point 1, une phase d'acceptation, ok, et puis on retourne au point 0. Le point 0 du point de départ et des points d'arrivée ne sont pas les mêmes points. Cela représente exactement un cercle. C'est-à-dire on part d'un point et on retourne au même point. Quand on retourne au même point, qu'est-ce qu'on fait? On ne retourne pas sur le même point, mais on monte d'un degré au-dessus. Ça crée une spirale. L'émission faisait partie d'une spirale qui a commencé à un point et qui s'est fini à un point. Et après, on rentre dans un nouveau cycle, c'est-à-dire on n'est plus dans le cycle de faire des émissions, mais nous sommes dans le cycle de la mise en pratique. Les émissions ont produit, les émissions ont commencé avec l'Académie de la culture noire. Le déroulement des émissions ont produit, ont eu comme résultat, durant les cours, s'est créé la communauté Kush Kamit Congo. Okay? La communauté Kush Kamit Congo s'est développée jusqu'à créer la nation Kush Kamit Congo. Et aujourd'hui, des rapports obtenus à Kinshasa, par exemple, seulement à Kinshasa, nous avons, les Kush Kamit Congo a produit quelque chose comme un réseau de 10 activités économiques. Wow. Ok? C'est quand même impressionnant. Oui, et nous sommes en train de parler des sociétés, chacun ayant des destinations de production et de commercialisation différentes. Et nous avons aussi à côté de cela un réseau d'entrepreneurs. Okay? Nous avons un réseau qui regroupe quelque chose comme une vingtaine d'entrepreneurs qui fonctionnent ensemble. Alors, c'est-à-dire, c'est dans cette phase-là que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans la phase des émissions, mais nous sommes dans la phase de la création et de l'orientation des résultats déjà obtenus. Ceci est fait pour justement ne pas finir dans ce que j'appelle l'acharnement thérapeutique. En coup, je sais. Et donc, comme on peut le dire, on voit des résultats qui sont non seulement transformatifs, mais aussi concrets. Absolument. L'objectif d'une théorie est celui d'arriver à la création. Parce que si la théorie reste seulement théorie, nous avons un problème. Toute idée, toute chose qui existe a d'abord été une idée. Et puis, elle est devenue une chose. Les choses ne naissent pas de soi-même. Okay? D'abord, on est dans une phase de conception. La conception, c'est on crée des idées. Dans cette phase de création des idées, on étudie. On fait des investigations, on fait des analyses de ce qu'on appelle data. Ok? Data donnée. La data donnée, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne développe pas les savoirs. Parce que c'est là où se créent les problèmes, où nous nous retrouvons dans ce que moi j'appelle l'acharnement thérapeutique. C'est quoi? J'appelle aussi l'acharnement thérapeutique philosophique. Ok, non? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique clinique. Ce n'est pas dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'acharnement thérapeutique philosophique.
dans le sens de l'élaboration des idées. On ne peut pas rester dans une élaboration infinie des idées. Parce que là, on tombe justement dans l'acharnement thérapeutique et littéraire, philosophique et littéraire. Il y a toujours une phase de conception. Toute idée doit être créée. C'est dans cette phase-là qu'on se retourne vers ce qu'on appelle les données, l'information, les data. Les data déterminent ce qu'on appelle des blueprints, ok, pour créer des activités. Ces activités maintenant doivent se développer. Pour que les activités se développent, ils doivent être accompagnés par ce qu'on appelle un savoir. Ok. Le savoir, ok, ne peut être obtenu par l'information. Les data ou les systèmes de connaissances. Parce qu'à travers les data, nous élaborons des connaissances. Pourquoi les connaissances? D'abord, les data est prise, décortiquée et regroupée. Quand on a regroupé les data en différents secteurs, maintenant on a ce qu'on appelle un système de connaissances. Le système de connaissances naît du data, de l'information. L'information en soi n'est pas connaissance. Mais une information regroupée selon les objectifs. Parce qu'une information assimilée tout court ne produit pas de connaissances. La connaissance est de l'information orientée ou de l'information par objectif. Parce que si moi, je dois partir d'ici aux États-Unis, je dois aller m'informer. Qu'est-ce qu'il faut, quel moyen de transport, les prix de l'hôtel, les prix des produits alimentaires là-bas, des hôtels, tout cela devient connaissance parce que je dois aller aux États-Unis. Mais si je m'amuse sur l'Internet à regarder les prix des choses, ce n'est pas de la connaissance, ça reste de l'information. La connaissance, les informations ou les data deviennent connaissance du moment où on y attache un objectif. Une fois cela fait, nous sommes dans la phase de la conception. Maintenant, après, on passe à l'aéroport, c'est-à-dire on passe à la réalisation. La réalisation maintenant, c'est trouver les moyens économiques pour acheter les billets et aller pour le voyage. Maintenant, pour aller vers le voyage, on a besoin de ce qu'on appelle de l'essence de l'orientation. Tu dois savoir parler. Ok? Et là intervient les savoirs. Les savoirs, ce n'est pas une connaissance. Les savoirs, c'est un paquet, ok, d'informations devenues connaissances comprouvées par le temps. La connaissance ne peut venir que de l'expérience du passé. Et cette connaissance est contenue dans les traditions. C'est-à-dire, pour pouvoir arriver à la phase de la réalisation, il y a besoin de deux choses. Première chose, nous avons besoin du data ou de l'information qui est à notre niveau, ok, auquel est associé un objectif. Dans notre cas, l'exemple, aller aux États-Unis. Après, maintenant, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de savoir comment, comment faire. Ce savoir-faire-là, ok, lui, et comme savoir-faire, j'ai déjà dit le mot savoir, le savoir-faire est du data objectivé, devenu connaissance, qui est transmis depuis le passé de génération en génération. Et c'est là, est contenu de la tradition. Par exemple, je dois partir en Japon, aux États-Unis. Mais pour aller aux États-Unis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais rencontrer là-bas. J'ai besoin d'avoir une protection. Quand on parle des mots protection, je vais dire, mais qu'est-ce que cela signifie? La protection, c'est ce qu'on vous vend aujourd'hui sous forme d'assurance. Okay. Seulement, l'assurance est liée au monde économique. C'est-à-dire quoi l'assurance? L'assurance, ça signifie que si vous avez un accident, si vous survivez à l'accident, vous allez être payé. Parce que vous avez une assurance. Assurance maladie, assurance vie, tout ça. La protection, par contre, vous dit que quand vous avez la protection, rien ne vous arrivera. Ok? Mais cette protection-là, cette démarche-là est contenue dans la culture. Et ces deux éléments permettent maintenant de pouvoir passer dans la seconde étape, la réalisation. Comme on ne peut pas construire un immeuble sans avoir au préalable pris des assurances, ok,
comme en réalité, sur les plans énergétiques, tu ne peux rien faire sans protection. Tout ce qui est comme quand tu fais construire un immeuble sans les assurances, l'État va venir détruire tout. Où il y a des risques, tu peux construire, mais il peut avoir un feu, tu perds le tout. La même chose quand tu es sans protection. Ce qui est de l'assurance culturelle, les risques de tout perdre est plus élevé que les risques de tout perdre par l'assurance donnée, de l'assurance police achetée. Ce que tu dis est tellement très intéressant et vraiment j'ai pas envie de stopper ton cours des idées, mais je voulais parler de quelques éléments. Le premier, c'est par rapport à l'assurance, et je me rappelle avoir vu une vidéo qui disait que la tuerie des Noirs en Amérique va arrêter les jours où les Noirs, le peuple noir vivant en Amérique, les Afro-Américains, vont décider d'avoir des assurances vie. Ce qui fait que quand on va tuer un Noir, ce ne sera pas seulement le problème de lui et sa famille qui vont pleurer sans raison, mais ce sera la compagnie d'assurance qui va vouloir donner le blâme à la police et qui va défendre le cas pour qu'eux, ils ne payent pas de l'argent, pour qu'eux, ils ne puissent pas dépenser de l'argent. Et c'est comme ça que l'assurance pour les Noirs est plus chère, ce qui fait que le pays ne peut pas payer les assurances. Parce qu'ils savent que quand les Noirs, si les Noirs avaient de l'assurance et qu'ils sont tués, l'assurance, c'est eux qui vont en fait donner leurs avocats, c'est eux qui vont venir défendre le cas pour ne pas payer, pour faire en sorte que le dédommagement ne vient pas d'eux, mais vient du système de la police. Et donc déjà, on a un élément. Mais encore, tu as parlé de business. Et je me rappelle quand Bikoudi commençait, ou d'activité sociale. Et quand on a commencé, tout est mis en place, on a travaillé pour la conception et tout. Et une fois que le site en ligne vient, le site ne vend pas immédiatement. Et je parle avec une experte business et je lui raconte l'histoire de Bikoudi et puis elle me dit comment est votre activité. Je lui dis on a une activité petite, on a notre business et voilà comment ça commence et tout ça. Je lui ai raconté toute l'histoire. Et elle m'a dit, quand je lui ai dit qu'on a une activité petite, elle m'a dit non, tu as un business. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des sites web où ils vendent des choses, ce sont des commerçants. Et le site web n'est pas un business parce que quand tu vends des choses, ce n'est pas vraiment un business. C'est un petit élément qui va partir, il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas la tradition, il n'y a pas ce support qui est là présent. Parce que c'est quand tu commences par construire de l'intérieur, tu es plus solide au fait. Et donc c'est ce qu'elle m'a fait comprendre exactement et c'était de manière business au fait. Mais quand tu prends avec la spiritualité, on se rend compte au fait que le travail fait par beaucoup des internautes de l'Académie de la culture noire transforme non seulement leur vie, mais transforme leur manière de voir les choses. Comment ils vont se sentir approchés des réalités de tous les jours. Ce qui fait que c'est une personne qui est transformée et qui est en train de travailler pour non seulement nettoyer pour lui, mais préparer, comment on peut dire, des activités sociales pour lui, mais qui pourra laisser en héritage. Parce que dans le monde noir, on voit les gens qui montent et qui descendent. Parce qu'on n'a pas nettoyé assez pour laisser dans les 7 générations qui suivent. Mais on voit comment il y a des jeunes maintenant qui sont en mesure de transformer les richesses qu'ils héritent eux-mêmes et de transformer cet élément déjà. Et c'est quelque chose qui est très inspirant. Et... En parlant d'héritage, nous, de manière erronée, parce que le monde noir a été réformé sous l'instance commerciale. Okay? Le monde noir est un monde commercial où tout doit être vendu et doit avoir une valeur. L'homme qu'on doit marier doit être une valeur. La femme qu'on épouse, on paye un prix pour lui. Pour être estimé, le monde noir est un monde commercial. Okay? Et dans un monde commercial, il faut savoir que dans le monde commercial défini dans l'autologie occidentale, il y a ce qu'on appelle une date d'expiration, même des choses qui n'expirent pas. Ok? C'est-à-dire, dans la conception commerciale des faits, toute chose a un prix. Et ce prix a un temps. Et après, il chute. Okay? C'est comme ça que dans ce monde colonial, commercial, vous allez vous rendre compte que, voyons par exemple la génération de nos parents, ils avaient un prix. Les prix signifient la valeur à laquelle est reconnu quelque chose. C'est-à-dire, l'homme noir, dans la conception coloniale et commerciale, n'est pas reconnu, il ne lui est pas à donner sa vie à lui, il ne lui est pas accordé une valeur en tant qu'être.
il n'a pas, l'homme noir encore aujourd'hui, n'a pas une valeur intrinsèque en tant qu'être. Il a une valeur commerciale. Et en tant que produit commercial, il a une date d'expiration. Et cette date d'expiration est mesurée à travers ce qu'on appelle l'âge de travail. En fait, quand tu vas en pension, tu as expiré. Et tu te retrouves à ne plus avoir aucune valeur commerciale. Mais du fait qu'intrinsèquement, il n'y avait pas une valeur culturelle, une valeur, parce que quand on dit une valeur culturelle, on veut dire une valeur humaine. On se retrouve sans rien. Cette dynamique-là apporte un autre élément. Cela signifie, comme dans une usine de fabrication des produits, il existe ce qu'on appelle les produits écartés. Les produits écartés sont les produits abîmés. Les produits abîmés n'ont pas une valeur commerciale. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont à plusieurs niveaux des défauts. Perceptibles ou non perceptibles. Mineurs ou majeurs. Et ces produits-là sont écartés de la production et sont vendus au solde. Ou n'est pas vendu du tout. Dans le monde noir, il s'agit de gens qui ne peuvent pas trouver un emploi. Ou qui n'ont pas pu aller à l'école de la programmation laborative coloniale. C'est lui qui n'a pas étudié, c'est-à-dire l'homme noir qui n'a pas étudié, qui n'est pas allé à l'école occidentale, n'a aucune valeur. Pourquoi il n'a aucune valeur? Pourquoi on regarde celui qui n'a pas étudié avec pratiquement dégoût? Pourquoi on regarde tous les villageois avec pratiquement dégoût? Parce qu'il n'a pas une valeur commerciale. Mais comme dans le monde noir, il n'existe pas une valeur humaine définie sur les paramètres culturels, parce que c'est la culture qui accorde la valeur humaine, et bien ces personnes sont sans valeur. Voilà, nous trouvons dans un monde commercial. Et à chaque noir est mis fonctionnant dans le système colonial à une date d'expiration et un prix. Cette démarche-là veut que l'on soit programmé pour un travail et on soit expiré. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que ceux qui ont expiré se retrouvent au bas de l'échelle. Parce que, à part la valeur commerciale, il n'y a pas la valeur humaine. Par contre, si vous allez chez les autres, vous allez trouver que celui qui a fini le travail est une personne considérée hautement parce qu'il a expérience. Il peut enseigner. Il peut enseigner la valeur de la vie. Il peut enseigner de son expérience de vie. Mais comme dans le monde colonial noir, la valeur culturelle n'est pas reconnue. Donc l'expérience accumulée n'a aucune importance. Et les personnes qui ont cette expérience-là ne savent même pas de l'avoir. Parce qu'ils n'ont pas de science. Ils ont expiré sans science. Oui. Pourquoi tout ce qui se voit que je n'ai plus aucune utilité, personne me néglige, quand j'avais l'argent, tout le monde était aux côtés de moi, maintenant que je n'ai plus l'argent, parce que pour lui, il ne voit que le monde sous les termes commerciaux. Et ce qui fait que son expérience en tant qu'être humain, son expérience culturelle, en fait, n'a aucun dégoût. L'édit selon laquelle les sages, la sagesse n'existe pas. Les sages n'existent plus. Les sages ont été remplacés par les riches. Et les cheveux blancs ont été remplacés par les salaires. Aujourd'hui, un riche avec beaucoup de biens est un sage. Et une personne vieille d'expérience avec les cheveux blancs est un produit d'érotamation. C'est dans cette culture que nous existons. Et vous vous rendez compte comment maintenant il devient difficile arriver à ce que l'on veut, c'est-à-dire la libération. Pourquoi? La libération est un concept qui appréhende ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse marche dans les sens contraires du monde du commerce. Dans le commerce, nous avons ce qu'on appelle la spéculation et la manipulation des données à des fins propres. Dans la sagesse, il y a la maturation par expérience.
des données transformées en information, et puis en connaissance, et puis en savoir, quand elle est transmise d'une génération à une autre. Chaque génération est responsable d'élaborer des données qui deviennent connaissances, qui vont être transmises comme ils ont été à leur tour donnés, c'est-à-dire du passé nous obtenons un savoir. Ok? Ce savoir-là n'est utile que quand nous, de notre côté, nous établissons une série d'informations, nous recevons des séries de données d'informations de notre temps, ok? Que nous transformons en connaissance. Cette connaissance-là, qui est pour nous connaissance, va être à la fin de notre expérimenté associée au savoir venant du passé et qui vont être transmis aux générations futures. Vous voyez, le savoir est un champ expansif, pendant que le système de connaissances est quelque chose qui se construit durant la vie d'une génération. Sans cela, il est impossible d'arriver, il est impossible de sortir de cette thématique comment j'ai appelé de la thérapie, de l'acharnement thérapeutique littéraire. Pourquoi? Parce que on se retrouve dans un monde commercial, on ne peut que forcer les prix. Et quand on ne peut que forcer les prix ou essayer de revendre ce qui est périmé au prix le plus haut, où débarquons-nous? Eh bien, nous débarquons dans ce qu'on appelle la spéculation non loyale. La spéculation non loyale par déformation des données à des prix propres, c'est tout simplement ce qu'on appelle la corruption. La corruption est une conséquence juste du fonctionnement d'un monde de culture commerciale. Dans un monde de culture commerciale, il est impossible d'éviter la corruption. C'est une conséquence. Et quand vous regardez le niveau de corruption dans le monde noir, on se dit les gens sont corrompus, les présidents sont corrompus, tout le monde est corrompu, on sait comment c'est possible. Mais la corruption est une conséquence naturelle du fonctionnement d'une culture commerciale. C'est un produit du fonctionnement de la culture commerciale. Pourquoi? Parce que dans une culture commerciale, la valeur humaine n'existe pas. Il n'existe qu'une valeur commerciale. La culture obtenue, tramandée des générations passées, n'a aucune place. Le commerce tue toute tradition parce qu'elle introduit des bases commerciales. Le monde commercial a pour tradition ou culture la spéculation. Et la spéculation a pour enfant la corruption. C'est vraiment profond. Dans la spéculation, on a les expectations, on a les préjugés, on a tout ce qui est, tous ces éléments-là. Donc, ce sont des réalités acceptées. On a des conventions. Les conventions, ce sont toutes les réalités qu'on va accepter, qu'on va se dire sont des réalités, mais qui détruisent notre peuple. Fils de la spéculation. Ce sont les différents enfants nés de la spéculation et la spéculation s'introduit, s'impose par défaut de culture humaine. Mon ignorance vaut beaucoup mieux que ta sagesse culturelle, par exemple. Oui. Donc on voit comment les personnes se pensent et se comportent comme si, ayant cette ignorance-là, ils s'en foutent complètement, ils vont rire des traditions jusqu'à ce qu'ils ont des problèmes et ils vont aller recourir chez les pasteurs. Au lieu de savoir justement le problème culturel, on part chercher la personne culturelle. Mais quand on a un problème de chaque niveau, quand on a un problème médical, on part chercher le médecin. Mais... Pourquoi? Parce que pourquoi on a cette thématique-là? Parce qu'il y a un autre concept qui vient après ça, c'est le concept de pouvoir. Le concept de pouvoir est extrêmement lié au concept d'hérédité. L'hérédité n'est pas commerciale. Okay? Quand vous avez hérédité de votre papa ou de votre maman ou de votre grand-père une maison, une voiture, un compte en banque, seulement ça, vous n'avez rien reçu.
ce ne sont que des produits commerciaux, c'est-à-dire des produits de consommation. Un produit de consommation n'est pas un produit, n'est pas productif. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Quand vous avez hérité une maison, vous ne pouvez qu'y vivre. Vous pouvez la mettre en location pour obtenir de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire cet argent-là? Vous allez consommer cet argent. Un produit de consommation ne peut pas produire. Mais il peut y avoir des dérivés de consommation. Les dérivés de consommation ont pour finalité la consommation. C'est-à-dire, comme je disais, je peux obtenir de mon père une hérédité qui est une voiture. Cette voiture, je peux l'utiliser, consommation directe, ou je peux la vendre pour obtenir de l'argent que je vais consommer, consommation indirecte. L'hérédité n'a pas de nature commerciale. L'hérédité a nature culturelle, c'est-à-dire l'hérédité est décalée sur les savoirs. Quand le savoir devient héréditaire, eh bien vous avez ce qu'on appelle des pouvoirs. Toute tradition organisée en famille traditionnelle passe à travers les âges un pouvoir qui se renforce de par l'expérimentation. Le pouvoir est un savoir expérimenté. Le pouvoir est un savoir expérimenté. Ces savoirs passent de génération en génération et se renforcent. Ce que l'on reçoit d'une tradition, l'héritage d'une tradition et les pouvoirs. Pourquoi? Parce que les pouvoirs produisent. Les pouvoirs produisent. Dans un premier temps, les pouvoirs se renforcent. En se renforçant, il permet la production des produits de consommation et continuer à se renforcer. Ce que nos grands-parents pourraient faire à produire avec leur pouvoir, en termes de capacité de consommation et de possibilités de vie, à renforcer ces pouvoirs. Au point où aujourd'hui nous devrions avoir une capacité de consommation, de production, des produits de consommation beaucoup plus élevée et en conséquence un pouvoir beaucoup plus grand. Quand il n'existe pas un système de pouvoir interculturel, interculturel, traditionnel, interclanique, interfamilial, vous n'avez pas d'hérédité. Dans la forêt, les lions, les phacochères, la tigre, même les serpents, qui ont vécu pendant un temps assez élaboré, longtemps, développent des pouvoirs, qui est une conséquence des connaissances expérimentées et validées, développe un pouvoir. C'est-à-dire, un lion peut t'hypnotiser en te regardant. Tu ne lui fais rien. Tout le monde sait que quand tu regardes un lion, tu es hypnotisé. Pas les jeunes lions, les vieux lions. Tout le monde sait quand vous rencontrez un boa, vous devez prendre la fuite. Le pouvoir dans le monde, les pouvoirs existent déjà au niveau du monde, même minéral. Il existe des pouvoirs dans le monde minéral, produits du même processus, data, information, connaissance, savoir, mise en œuvre, production du pouvoir. Conséquence juste. Le pouvoir n'est pas donné par un poste de ministre ou de président. On choisit un président par rapport au pouvoir de sa famille. Le pouvoir de la famille, de par la tradition, fait d'une personne la personne la plus adaptée pour pouvoir diriger le pays en vertu des pouvoirs qu'il possède. Ce n'est pas le poste de chef qui donne un certain pouvoir. Les pouvoirs que l'on voit donnés par les systèmes de chefferie, les systèmes présidentiels, les pouvoirs que nous reconnaissons quand on vous dit votre honneur, est un pouvoir commercial. En fait, qui périme dès que votre mandat est fini. Vous ne l'êtes plus. Mais un puissant, il reste puissant. Il sert, il a son temps où il sert sa nation de par sa puissance.
Quand son temps est fini, il trouve qu'il a assez fait, il s'écarte, mais il reste impuissant. Ce n'est pas les postes qui font la puissance. Ça, nous sommes dans un monde... Quand le pouvoir est fait par les titres obtenus d'une personne, nous sommes dans la corruption. Nous sommes dans la commercialisation où l'on vend, où le pouvoir n'est reconnu que par rapport à une attirance commerciale des choses. Et ça, c'est un pouvoir corrompu qui ne peut pas se développer. Sans ce système-là, vous vous rendez compte que sortir de l'acharnement thérapeutique, littéraire et philosophique pour arriver à ce que le couche Kamit Congo a réalisé, avoir des compagnies fonctionnant, eh bien, ça devient tout simplement de la magie. Et comme nous sommes des noirs, c'est de la magie noire. Toi, un cher. Uncle Justin, Douane et Tia pour cet exposé qui était vraiment très enrichissant. Et j'espère vraiment qu'on aura l'opportunité d'en refaire encore. Parce que c'est un point qui est hypnotisant pour moi, mais c'est très beau parce que c'est vraiment simple. Et c'est des changements qu'on fait avec des petites actions de chaque jour. Mais ça demande de la consistance. Ça demande de poser des actions tous les jours. Donc de faire ce changement, d'essayer de comprendre en fait cette réalité de toutes ces différentes angulations, de la regarder avec différents parties, de la retourner à gauche et à droite. Et c'est ce que tu parles du savoir expérimenté. Et tu parles de ce pouvoir cristallisé et renforcé. Vous savez pourquoi quand vous regardez le monde animal, vous allez voir que les éléphants marchent en ligne. À la tête, il y a toujours quelqu'un. Oui. Et les autres viennent après. Selon les âges. Pourquoi ils marchent comme ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont tentés d'apprendre de celui qui est plus vieux. À un moment donné, celui qui est plus vieux ne sera plus là. Celui qui est immédiatement prêt, le second va prendre cette place-là. Pourquoi il prend? Parce que c'est lui qui a assimilé le plus de celui qui était devant. Celui qui est devant, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la tradition. Il représente tout ce qui était devant avant lui. En fait, la vie est une longue ligne qui part de l'invisible au visible. C'est un cercle dont le point 0 se trouve très avant, invisible, et puis nous avons 1, le point du cercle le plus haut, et puis nous avons 0, là ceux qui sont encore en train de naître. Cette ligne-là est appelée tradition, c'est la détermination du pouvoir. Quand vous marchez dans votre tradition, vous êtes en train de marcher derrière ceux qui sont venus avant vous, et vous regardez comment ils marchent. Tous les lions marchaient de la même manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qui marchait avant eux. Chaque lion marche comme le lion qu'il y avait au 4e siècle. Parce que le chef lion aujourd'hui marche comme son grand-père, comme celui, et ainsi de suite. Tout comme le lion qui va venir dans 500 ans va marcher comme le lion d'aujourd'hui. Il y a une tradition à respecter. C'est ce qui fait ce qui fait les lions. Et cela vaut pour tous les mondes, différents mondes, du monde des minéraux. Pourquoi une plante grandit d'une certaine manière? Parce que les plantes qui sont venues avant lui grandissaient comme ça. Prenez une plante, mettez-la dans une serre différente, mettez-la en serre, vous allez voir qu'ils grandissent de manière décontrôlée. Parce que quand il grandit, il ne faut pas d'autres plantes autour de lui qui sont en train de grandir. Il ne sait pas prendre de l'expérience. Il ne sait pas recevoir. Il est coupé de son système de savoir. C'est comme ça qu'on va l'attacher. Il ne peut pas avoir de pouvoir. Et comme l'on dit, pourquoi quand on mange de la nourriture grandie de n'importe quelle manière, on n'est pas en bonne santé? Qu'est-ce que mangeons? Qu'est-ce que nous recevons de l'alimentation à part les fibres, les carbohydrates, ainsi de suite? C'est les pouvoirs de la plante. Mais si cette plante-là a grandi en serre, dans un pot, c'est quel pot? Là où il est tout seul. Où ils sont tout seuls, sont les anciens. Mais ces plantes n'ont pas de pouvoir. Ils nourrissent seulement votre corps d'esclave. Ils ne nourrissent pas votre corps de pouvoir. Vous ne développez pas de pouvoir. Vous voyez comment tout est interrelationné. Vous devez vous poser la question. Ou je vous pose la question. Qui vient avant vous? C'est sur les traces de qui que vous êtes en train de marcher. C'est sur les traces de qui que vous êtes en train de marcher. Quel est le nom que vous portez? Défini sur les traces de qui vous êtes en train de vous marcher. Si vous vous appelez Jean-Michel Cancan, vous êtes sur les traces de Jean-Michel et mais ces traces de Cancan.
Deux chemins en même temps. Vous êtes définitivement dans la confusion. Définissez votre chemin. Choisissez votre chemin. Définissez qui vient avec vous et rappelez-vous que vous avez la responsabilité de montrer les chemins à ceux qui sont arrière vous. La liberté n'existe pas. Nous sommes tous liés et interdépendants. C'est la loi de la maths. En gros, je célèbre. Oh mon Dieu. Très très bonne question qu'on va prendre le temps pour réagir et répondre aussi. Et avec cette question, je me suis dit, marcher sur les pieds ou les marches de ceux qui sont sortis de la colonisation, ceux qui étaient dans la colonisation, ceux qui étaient sous l'esclavage, ceux qui ont perdu les nombreuses guerres, et ou encore ceux qui ont embrassé la culture européenne. Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, le lion, il marche comme le lion du XIVe siècle. Mais aujourd'hui, je peux dire un noir, si un noir s'assied avec les pieds croisés, c'est des femmes noires s'assiedent avec les pieds croisés, elles ne marchent pas sous les genres de liens, elles ne s'assient pas comme leurs ancêtres, elles sont assises comme les colonisateurs. On est d'accord. Et donc, c'est une très très belle question que tu nous poses, qu'on doit prendre le temps pour marcher, mais en même temps, je vois cet élément-là qui dit que nous sommes là aujourd'hui, nous avons de la gratitude pour ceux qui nous ont donné leur ADN pour arriver jusqu'ici. Mais parmi ceux qui nous donnent leur ADN, clairement, on voit qu'on ne peut pas marcher derrière, on ne peut pas suivre les pas de beaucoup de personnes. Et beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent comme les plantes qui ont grandi dans les serres. Parce que dans les plantes qui poussent aujourd'hui, il y a une autre plante qui avait poussé aussi. Mais cette plante-là, elle est déconnectée des ancêtres comme toi. Donc finalement, c'est comme on voit la culture aujourd'hui des parents-enfants. Les parents sont des enfants, les enfants sont des enfants. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de sage au fait dans beaucoup de familles parce que les parents vont se comporter, les grands-parents vont se comporter comme des enfants, les parents vont se comporter comme des enfants et on ne sait même pas voir la distinction. Il y a l'égoïsme de la personne qui devait avoir compris jusqu'à la fin. Vous allez voir des grandes mamans qui vont donner comme conseil à la jeune fille, laisse ton mari, confisque ton enfant, fais grandir toi-même ton enfant, sans connaître les désordres que ça va créer. Parce que cette femme-là, comme une plante, prenons la plante, n'importe quelle plante qui est plantée sous une culture commerciale, ne contient pas l'essence de la plante. Il contient l'essence de l'argent. Son destination, ce n'est pas nourrir, c'est être vendu. L'agriculture et le commerce sont des choses différentes. Même si les pratiques peuvent être les mêmes. L'agriculture est un culte. Un agriculteur est un jardinier. Il prend soin du jardin de la terre qu'il lui donne, qu'il lui récompense de son fruit. Ces fruits qu'il consomme et qu'il donne aux autres à manger, et les autres lui signifient leur gratitude en leur donnant de l'argent. L'agriculture n'a pas une finalité commerciale. Mais il existe un commerce qui se fait par l'agriculture. Dans le commerce qui se fait par l'agriculture, les plantes, tout comme de l'élevage, les animaux n'ont pas les esprits des animaux. Ils ont des esprits de l'argent. C'est-à-dire des esprits commerciaux. Ce que moi j'appelle les esprits artificiels. Tout comme dans les êtres humains, il existe des esprits artificiels. Je prends l'exemple d'une famille de Noirs grandis à Paris ou à Bruxelles, dont les parents ont un seul objectif, ressembler le plus possible aux Blancs. Ces parents volontairement se déconnectent de leur matrice. Mais comme ils doivent se reproduire, l'esprit qu'ils donnent naissance ne peut pas venir de leur tradition auquel ils se sont déconnectés, mais vont créer un esprit artificiel produit de leurs besoins de ressembler le plus possible aux Blancs. C'est-à-dire, ils vont donner naissance à un enfant portant leur phénotype, c'est-à-dire la peau noire, ok? Mais le génotype spirituel de l'enfant ou énergétique de l'enfant, quand je parle de génotype spirituel ou énergétique, je parle de la marque, du blueprint énergétique de l'enfant, va être un esprit commercial blanc. Cet enfant-là aura beaucoup de difficultés à vivre dans le monde noir parce qu'il n'est pas un être culturel, il est un être commercial. Et ce n'est pas un noir, c'est un blanc. Il ne choisira que le monde blanc.
Mais il ne pourra pas être accepté dans le monde blanc. Pourquoi? Parce que le monde blanc ne se voit pas comme un monde commercial, il se voit comme un monde culturel. Or, l'enfant que vous avez devant vous n'est qu'un blanc en tant que sous une perspective exclusivement commerciale. Il va être accepté sur le plan sur le monde du travail. Comme il n'a pas une valeur comme un culturel intrinsèque occidental, il ne peut être utilisé que sous un emploi commercial, c'est-à-dire il ne sera pas respecté parce que le respect n'est pas un paramètre commercial, est un paramètre culturel. Il ne sera pas reconnu en tant qu'être, il ne sera lui reconnu aucune dignité qui va au-delà de ses prouesses sur le plan commercial, c'est-à-dire il sera apprécié s'il produit beaucoup d'argent du point de vue de sa productivité commerciale. Mais il ne sera pas intégré parce que l'intégration n'est pas un paramètre commercial, est un paramètre culturel. Tu ne peux pas être intégré à ce que tu n'appartiens pas. Parce que pour être intégré, tu dois avoir un point de conjonction. Comme quand on attache les téléphones à l'air prise. Ça doit correspondre. S'il n'y a pas, ça ne s'attache pas. On ne peut pas être intégré à un système pour lequel on est étranger depuis le départ. Il n'y a pas une attache. Mais on peut être accepté seulement sous sa caractéristique commerciale. Mais on ne vous sera jamais reconnu aucune valeur humaine. Parce que vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas une identité culturelle. Vous avez une identité commerciale. L'identité culturelle, ce n'est pas la musique, ce n'est pas la nourriture. C'est un système de savoir que vous avez obtenu et qui a été transcendé, qui est arrivé à vous, passant des mains de génération en génération. Et ce système vous porte à l'élaboration des dates et des informations qui sont décomposées et resélectionnées par objectif pour devenir des systèmes de connaissances qui vont être mis dans le cercle en jeu pour son expérimentation, un rodage de connaissances qui vont produire un savoir additionnel. Ces savoirs additionnels vont aller s'ajouter, s'additionner au système de savoir obtenu, transmis de génération en génération pour augmenter le pouvoir d'un peuple, le pouvoir des familles qui sera ensuite passé à la génération suivante en tant qu'héritage, capable de créer des produits commerciaux en s'agrandissant de génération en génération. Toi ou un cher. Toi, le cher Baba Kinkela. Aujourd'hui, vous étiez avec Kanefela Coutinetière ainsi qu'Amasou Baba Kinkela, Omasulu, Kufu, Imhotep, Shango. Toi, un cher.